Dans cette capsule-ci, on va regarder un peu le noyau atomique, ses constituants, et ça va nous amener à élargir un petit peu, à parler de différence entre deux types de particules élémentaires, les fermions et les bosons. Ça va nous amener encore plus loin de ça que ça et nous amener à nous interroger sur l'espace, l'origine de l'espace. Enfin, on va également parler un petit peu plus large de l'atome et à travers le principe d'exclusion de Pauli. Alors, je vais me tourner vers les diapos. On montre ici, ça va être la section 13.1, on montre ici la façon de concevoir la matière. La matière est constituée d'atomes. Les atomes, dans la représentation traditionnelle, contiennent un noyau qui contient un certain nombre de charges positives, les protons, et un autre nombre de charges neutres, les neutrons. Et l'atome est entouré le noyau est entouré d'électrons, le même nombre d'électrons que de protons. À l'intérieur du noyau lui-même, on a des neutrons et des protons. Et je répète, le proton a une charge électrique positive. Maintenant, on peut regarder l'intérieur de chacune de ces particules-là et se rendre compte que, en réalité, les nucléons sont formés de quarks. Les quarks sont des particules qu'on estime être vraiment élémentaires. En passant, pour ceux qui s'intéressent à la chose et ceux qui sont peut-être en train de faire un projet de recherche sur le fameux boson de Higgs, on dit que le boson de Higgs est celui qui explique la masse des particules. C'est à la fois vrai et un peu trompeur. Or, si on revient à cette diapo-ci, on montre ici, par exemple, un proton, oui, son intérieur de 3 quarks. En réalité, le boson de Higgs n'explique que 1% de la masse du proton. Le reste de la masse du proton est en fait sous la forme d'énergie cinétique des quarks. On sait qu'à travers le E égale mc carré de Einstein, de l'énergie tient le même rôle que de la masse. Et en fait, 99% de la masse du proton ou du neutron vient de l'énergie cinétique des quarks, leurs constituants. Mais pourquoi les quarks auraient-ils de l'énergie cinétique? Eh bien, c'est là que le principe d'incertitude d'Heisenberg prend toute sa signification. J'ai déjà dit, quand on a parlé du principe d'incertitude, qu'il ne faut pas le voir comme nous donnant une mesure de notre ignorance, de notre manque de précision à faire des mesures. Le principe d'incertitude nous révèle quelque chose sur la nature intrinsèque des particules. Il est absolument impossible de localiser une particule en un endroit donné. Donc, si je reviens à cette diapo, ce que veut dire le principe d'incertitude, c'est qu'il est tout à fait impossible de se représenter un proton comme fait de 3 petites billes bien immobiles à son intérieur. En fait, ceci devrait être vu comme un bourdonnement de quarks dans toutes les directions. Et il est également impossible de se représenter le noyau comme une somme de petites billes bien immobiles, les protons et les neutrons. En fait, lui aussi doit être vu comme une zone dans laquelle il y a un bourdonnement de particules, et de même pour le noyau atomique. Au niveau des atomes et de la matière elle-même, il y a toujours une vibration dès qu'on est au-dessus du 0 Kelvin. OK. Or, donc, les constituants sont les électrons, les nucléons. À l'intérieur des nucléons, il y a des quarks. En passant, tout ceci, cette matière-là ne représente à ce moment que 5% de la matière énergie présente
dans l'univers. Les constituants eux-mêmes, on les représente leur masse comme une fraction de ce qu'on appelle l'unité de masse atomique, 1U. L'unité de masse atomique, 1,661 fois 10 à la moins 27 kg. C'est l'unité, elle est prise comme la masse moyenne d'un nucléon dans un noyau, avec le noyau de carbone comme référence. Le carbone contient 6 protons et 6 neutrons. Ça devrait donner 12. Si vous multipliez 12 fois 1,6, 12 fois la masse atomique, vous verrez que c'est moins que la somme de 6 protons et de 6 neutrons. Pourquoi est-ce ainsi? Et c'est parce que au moment où ils s'unissent en un noyau, les protons et les neutrons relâchent de l'énergie, toujours en raison de la fameuse équation E égale mc carré. Leur énergie de liaison est libérée, donc il y a une partie de la masse qui est libérée sous forme d'énergie de liaison. Or, si on regarde, le proton et le neutron sont tout proches de l'unité de masse atomique. Additionnez un proton et un neutron pour faire l'atome d'hydrogène et vous verrez qu'il manque un chiffre ici. L'atome d'hydrogène est moins lourd que la somme de ses constituants. L'électron est beaucoup moins massif que les nucléons. Quelque chose a été trouvé à propos du rayon, de la taille moyenne du noyau atomique. Le rayon d'un noyau, est donné par un nombre de référence qui est 1,20 femtomètre. Un femtomètre, c'est 10 à la moins 15 mètres, fois le numéro atomique, le numéro de masse, à la puissance 1 tiers. Le 1 tiers vient du fait que dans le volume, on a 3 dimensions, donc on prend un diamètre, un rayon, et à la 3e puissance, le numéro de masse nous dit le nombre de nucléons. En regardons comment on représente les éléments atomiques. Un nombre X, une lettre X qui pourrait être C pour carbone ou O pour oxygène. En haut à gauche, le nombre A qui est le numéro de masse, le nombre de masse, c'est la somme du nombre de protons plus le nombre de neutrons, donc le nombre de nucléons. En bas à gauche, c'est le numéro atomique, Z, qui nous dit le nombre de protons, donc la charge électrique tant du noyau que des électrons. On va aller regarder une application rapide de ça, qui est l'exemple 13.1, mais qui est assez intéressant. On va calculer la masse volumique nucléaire. On parle d'un atome, d'un noyau d'or avec 197 nucléons et 79 protons inclus dans ces 197. On dit que sa masse volumique est de 19,3 fois 10 à la 3 kg mètre cube. Et on nous demande de recalculer tout ça, le rayon du noyau d'or et sa masse volumique. Alors, on va aller regarder la solution que j'en ai présentée rapidement. Donc, on applique notre formule, R0, 1,2 femtomètre, A est égal à 197, et on calcule que le rayon du noyau d'or est de 6,982 femtomètres, soit à peu près 10 à la moins 14 mètres. Pour calculer la masse volumique, c'est une masse divisée par un volume. On va faire une approximation sphérique du noyau. On calcule la masse en faisant 197 fois l'unité de masse atomique. L'unité de masse atomique, c'est le chiffre qu'on a vu tantôt, 1,661, 10 à la moins 27 kg. Et on trouve une masse de 3,27, 10 à la moins 25 kg. On divise par le volume d'une sphère de rayon 6,982 femtomètres. Et ce qu'on trouve, c'est 2,29 fois 10 à la 17 kg par mètre cube. Ces chiffres-là sont tellement vastes, on va essayer de les ramener à quelque chose qui est un peu plus à notre
échelle. Ça donne 2,29 fois 10 à la 11 kg par centimètre cube. En termes de tonnes, 2,29 fois 10 à la 8, c'est-à-dire 229, 229 millions de tonnes par centimètre cube. Juste se donner une idée, un centimètre cube, c'est à peu près 5 cuillères à thé. Donc, 40 millions de tonnes par cuillère à thé, c'est la densité du noyau atomique, mais c'est aussi celle d'une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est le dernier stade ultime avant qu'une étoile s'effondre en trou noir, et sa densité, c'est 40 millions de tonnes par cuillère à thé d'étoiles à neutrons. On va revenir à notre diapo et on va poursuivre un tout petit peu ensemble. Donc, ça nous donne une façon de calculer le rayon, le diamètre d'un atome. Incidemment, on a calculé, quand on a abordé le modèle de Bohr, on a calculé que le rayon de Bohr, c'est-à-dire la première orbite d'un électron dans l'atome d'hydrogène, était de 0,53 angstrom. Un angstrom, c'est 10 à la moins 10 mètres. Le noyau de l'atome d'hydrogène étant un proton, ça veut dire que son noyau est de 1,2 fois 10 à la moins 15. Si vous voyez, ce qui veut dire que si on considère le noyau de l'atome d'hydrogène, la première orbitale se trouve à environ 45 000 fois le rayon de l'atome, du noyau. En termes de golf, pour ceux qui ont déjà joué au golf, je ne joue pas au golf, mais si on imaginait que le trou de golf est de 100 mm, et que votre balle soit sur la première orbitale de l'atome d'hydrogène, votre balle serait à peu près 1500 verges par rapport au noyau. Or, on voit, en réalité, on peut dire que l'atome, la matière, c'est plein de vide. C'est du vide. Et on peut se demander pourquoi la matière est rigide. C'est du vide, littéralement. OK, on va revenir ici. On va parler rapidement de l'atome et des éléments. En 1869, Mendeleïev a commencé à poser les bases de ce qui est devenu le tableau périodique des éléments. Il les avait rejoints tant par leur masse que par leurs affinités électriques. Ici, on a à gauche des atomes qui ont tendance à prendre un électron, et ici, on a à droite des atomes qui ont tendance à libérer un électron. Ici, on a les gaz rares qui sont très, très stables, avec lesquels il est très difficile de faire des interactions chimiques. On va voir un peu d'où ça vient. Il existe en théorie atomique, en théorie quantique, deux sortes de particules, les fermions et les bosons. Ce qui définit les fermions, c'est le principe d'exclusion de Pauli, qui dit que les fermions peuvent avoir deux spins différents, un spin vers le haut ou un spin vers le bas, mais que deux particules possédant exactement les mêmes caractéristiques, ne peuvent pas se trouver sur la même orbitale. Or, on peut avoir sur une orbitale un électron avec un spin pointant vers le haut. On peut aussi avoir deux électrons dont l'un pointerait vers le haut et l'autre vers le bas, mais on ne pourrait pas rajouter ici un troisième électron. Et ceci va faire en sorte qu'on a une question extrêmement importante qu'on aurait pu se poser quand on a dit que la théorie quantique expliquait avec les rayons de Bohr pourquoi des électrons se trouvaient sur des orbites particulières
et pouvaient migrer d'une orbite à l'autre. Mais on n'a pas dit pourquoi tous les électrons ne se trouvaient pas sur la même orbite. Pour un atome d'hydrogène, c'est assez simple, il y a un électron. Pour un atome d'hélium, est-ce qu'il doit être les deux électrons sur la même orbite? On va voir que oui. Mais pour un atome de carbone, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les 6 électrons sur la même orbite? Ça, c'est le principe de Pauli qui répond à cette question-là. Le principe de Pauli nous dit que on ne peut pas avoir plus que 2 fermions dans le même niveau d'énergie. Et ça donne lieu à des choses que vous avez étudiées principalement en chimie. Il y a un ordre de remplissage des orbitales et ça fait que les électrons doivent se retrouver sur des orbitales de plus en plus lointaines au fur et à mesure qu'on essaie d'ajouter des électrons dans un atome. Or, la première couche contient une seule orbitale. Il y a la possibilité de contenir seulement 2 électrons, un spin-up, un spin-down. La deuxième couche contient elle aussi l'orbitale 0 avec 2 s, mais elle peut aussi contenir une sous-orbitale niveau P qui, elle, peut contenir le nombre magnétique, -1, 0, +1. Chacune de ces 3 sous-orbitales-là pouvant porter 2 électrons, donc on a une possibilité de 6. Et ensuite, pour la troisième orbitale, on a du P, du D, et ainsi de suite. Je n'irai pas plus loin dans ça, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on constate que les gaz rares, l'hélium par exemple, explique une orbitale qui est bien complète et qui n'aura pas tendance à aller chercher d'autres électrons. Le néon, le prochain gaz rare, contient les 2 premières orbitales complètement remplies, n'aura pas non plus tendance à aller chercher d'autres électrons, d'où la faible interaction chimique des gaz rares. Pourquoi? Parce que leurs orbitales sont remplies. Revenons ici à fermions et bosons. Les fermions ne peuvent pas être. La caractéristique des fermions, c'est que 2 fermions ne peuvent pas occuper les mêmes niveaux d'énergie, d'orbital et tout ça. Ils doivent avoir moins de différence que ce soit celle du spin ou d'être sur une autre orbitale. Les bosons, comme les photons et d'autres particules, comme le boson de Higgs, peuvent au contraire se trouver tous au même endroit. Ceci mène à une question extrêmement profonde sur laquelle peut-être certains d'entre vous êtes déjà en train de faire une recherche. C'est pourquoi y a-t-il même de l'espace? Certains chercheurs vont très loin en ce moment et nous disent que l'origine de l'espace, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Comme 2 fermions ne peuvent pas être superposés au même endroit, ils doivent occuper de l'espace, alors qu'au contraire, des bosons peuvent tous s'accumuler les uns sur les autres. Ça donne d'ailleurs lieu à certains états de la matière à très faible température, les condensés de Bose-Einstein, mais on peut aller très très loin et voir que à l'origine de l'espace, il y a le principe d'exclusion de Pauli. Et on pourrait rajouter qu'à l'origine du temps, de la notion de temps, il y a la demi-vie des particules et les vitesses d'interaction ou de désintégration ou de passage d'un niveau d'énergie à l'autre qui pourrait être à l'origine de la dimension temps. Alors, à partir de ces quelques considérations-là, on peut aller très, très, très loin sur la compréhension de la nature. Alors, ceci va être la fin de cette capsule-ci. Pour la prochaine, on va aller regarder un peu plus profondément dans le noyau atomique et ses instabilités.